Croiriez-vous qu'après avoir été hôtesse de l'air en première classe pour Air France et avoir refusé la proposition en mariage d'un prince, j'ai tout quitté pour épouser un homme d'affaires français tout à fait ordinaire? Imaginez une suite au Ritz surplombant les toits scintillants de Paris. C'est là que je contemplais la bague de fiançailles qu'un prince d'une riche famille du Golfe venait de m'offrir. Un diamant d'une valeur de plusieurs millions d'euros, pourtant j'ai rendu cette bague. Mais à quoi tu penses? Tu es folle, me disaient toutes mes collègues. J'avais renoncé à une chance de devenir princesse. Et pourtant, à peine un mois plus tard, après avoir passé une seule journée avec un homme d'affaires français ordinaire rencontré sur un vol pour Paris, j'ai tout abandonné pour l'épouser. Ma vie glamour à Paris, un salaire annuel à 6 chiffres, la liberté de voyager à travers le monde, absolument tout. Qui était-il et qu'avait-il de si spécial pour m'attirer à ce point? Qu'est-ce qui a pu convaincre la femme qui avait refusé à un prince de devenir l'épouse d'un homme, tout ce qu'il y a de plus normal? Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez cet incroyable secret. Si la fin de cette histoire invraisemblable vous intrigue, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez les notifications. Vous ne voudrez absolument pas manquer la suite. Je vais vous révéler la véritable raison pour laquelle les femmes du monde entier sont attirées par un certain type d'homme français. Alors, commençons mon histoire. Je m'appelle Sophia Leclerc. Pendant 7 ans, j'ai été hôtesse de l'air en première classe pour Air France et aujourd'hui, je vis à Lyon avec mon mari français. Je vais vous raconter toute l'histoire qui m'a menée à faire ce choix. Je suis franco-libanaise. Née et élevée à Paris, j'ai aussi passé beaucoup de temps au Liban, le pays de ma mère. On disait souvent que j'avais une beauté exotique avec mes grands yeux verts, ma peau mate et mes cheveux bruns ondulés. Après des études en commerce international, je suis devenue hôtesse de l'air pour Air France à 23 ans. Aimant voyager depuis mon enfance et désireuse de découvrir diverses cultures, c'était le métier parfait pour moi. Air France est l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses au monde. Ses classes la première et affaires sont principalement fréquentées par des membres de familles royales, des célébrités mondiales et des grands PDG. En 3 ans, j'ai été promue chef de cabine en première classe et affectée à une équipe spéciale dédiée aux VIP, surnommée l'équipe Diamant. Entrer dans cette équipe était un immense privilège. Moins de 1% du personnel de cabine d'Air France y accédait. Notre équipe s'occupait exclusivement des dignitaires, des chefs d'État et de certaines familles princières. Mon salaire était plus du double de celui d'une hôtesse de l'air classique. Et la compagnie me fournissait un superbe appartement dans le 6e arrondissement de Paris et un chauffeur privé. Chaque mois, des séjours dans des hôtels 5 étoiles m'étaient garantis. Cependant, de tels privilèges s'accompagnaient de règles strictes, apparence et services irréprochables et une confidentialité absolue. Aucune erreur n'était tolérée. J'aimais cette vie. Chaque jour m'apportait un nouveau pays, de nouvelles rencontres. En 6 ans, j'ai visité plus de 90 pays et rencontré les plus grandes personnalités du monde. Au cours de ma carrière, j'ai attiré l'attention d'innombrables hommes fortunés, des nobles européens, des princes arabes, des milliardaires américains. Tous tentaient de me séduire avec des cadeaux somptueux et des rendez-vous luxueux. Mais la plupart ne s'intéressaient qu'à mon apparence, pas à la vraie moi. Pour eux, j'étais un trophée, un bel objet à exposer. Ces relations ne me laissaient qu'un sentiment de vide. Le moment le plus marquant de ma carrière fut ma rencontre avec le prince Khalid, le plus jeune fils d'une puissante famille royale d'Abu Dhabi. Il m'a remarqué pour la première fois lors d'un vol en jet privé vers Paris, puis a commencé à utiliser régulièrement notre compagnie. Au début, je pensais simplement qu'il était un client VIP particulièrement aimable. J'ai ensuite appris qu'il demandait systématiquement à être sur les vols où j'étais de service. Il était différent des autres hommes. Calme, cultivé, il me traitait comme une personne à part entière. Nous parlions d'art, de littérature, de politique mondiale. Son savoir et sa perspicacité m'impressionnaient. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à l'apprécier, mais c'était plus un respect pour son intelligence qu'un sentiment romantique. 6 mois plus tard, il m'a invité dans son palais privé à Dubaï. C'était un lieu d'une opulence dépassant tout ce que j'avais pu imaginer. Plafond doré, sol en marbre, murs couverts, 2 chefs-d'œuvre, un véritable palais des 1001 nuits. Sophia, tu es la femme la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Ton intelligence, ta beauté et ton esprit indépendant m'ont captivé, m'a-t-il dit, avant de s'agenouiller et de me demander en mariage avec une bague en diamant de plusieurs millions de dollars. Il me proposait de devenir sa 2e épouse. C'était une proposition dont la plupart des femmes du monde rêveraient, la richesse, le pouvoir, une vie de luxe assurée. Mais j'ai refusé. Pourquoi ?
Je ne voulais pas simplement faire partie de sa collection. Il avait déjà une femme et sa culture lui permettait d'en avoir jusqu'à 4. Ce n'était pas la vie que je désirais. Bien sûr, ma décision a provoqué un choc au sein de la compagnie. La nouvelle s'est répandue. Certains m'ont admirée, mais la plupart pensaient que j'avais perdu la tête. Le prince Khalid a semblé accepter mon refus, mais sa vraie nature s'est vite révélée. Il a commencé à me harceler, à m'envoyer des cadeaux extravagants et même à se renseigner sur mon planning de vol pour organiser des rencontres fortuites. Je suis devenue de plus en plus anxieuse, craignant qu'il n'utilise son pouvoir pour nuire à ma carrière. Après cet incident, j'ai senti que j'avais besoin d'un nouveau départ. Je voulais continuer à travailler pour Air France, mais la pression de l'équipe Diamant devenait trop lourde. J'ai donc demandé à être réaffectée sur les lignes Asie-Pacifique. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur la liaison Singapour-Paris. J'ignorais alors que ce changement allait bouleverser ma vie. Mars 2019. Vol AF2 157 de Singapour à Paris-Charles de Gaulle. Le vol qui a changé ma vie. La classe affaires était presque complète, majoritairement occupée par des hommes d'affaires. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, assis au siège CISA. Il se distinguait par son sourire poli et son attitude discrète, contrairement aux autres passagers qui formulaient souvent des demandes spéciales ou des plaintes. Il disait toujours « merci beaucoup ». J'avais servi des milliers de passagers en classe affaires, mais il était différent. Difficile d'expliquer pourquoi, mais sa présence avait quelque chose de particulier. Il s'appelait Jean-Luc Moreau, PDG d'un cabinet d'architectes basé à Lyon. Il rentrait d'un salon international de l'architecture à Singapour. Il avait une apparence très ordinaire, mais son regard dénotait une intelligence et une confiance en soi remarquables et surtout une attitude chaleureuse envers les autres. Notre premier échange a eu lieu pendant le service du repas. Il semblait hésiter en regardant le menu. « Si cela ne vous dérange pas, auriez-vous une recommandation ? J'ai toujours du mal à choisir en avion. » Sa question était simple, mais elle m'a étrangement touchée. La plupart des passagers en classe affaires savent exactement ce qu'ils veulent ou me disent nonchalamment d'apporter n'importe quoi. Mais lui sollicitait sincèrement mon avis. Le bœuf bourguignon est notre plat le plus apprécié. Il est savoureux et réconfortant, parfait pour un long vol. Quand je lui ai suggéré cela, il a souri et a hoché la tête. « Parfait, je vais prendre le bœuf bourguignon alors. Merci beaucoup. » Plus tard, en passant, j'ai aperçu l'écran de son ordinateur portable. Il examinait des plans d'architecte, non pas pour un immeuble commercial classique, mais pour un centre de réadaptation spécialisé pour personnes à mobilité réduite. Cette découverte a piqué ma curiosité. Après le repas, alors que je débarrassais son plateau, il m'a tendu une petite note. « Merci pour votre excellent service. Prenez bien le temps de vous reposer après ce long vol. » C'était un simple message de remerciement, mais en 7 ans de carrière, je n'avais jamais reçu une attention aussi sincère. La plupart des passagers nous considèrent comme de simples prestataires de services. Vers la fin du vol, nous avons traversé une zone de forte turbulence. J'ai perdu l'équilibre et j'ai failli tomber, mais Jean-Luc m'a rapidement rattrapé pour me stabiliser. Sa main était ferme et douce, et à cet instant, nos regards se sont croisés. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une réelle inquiétude. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était bref, mais j'ai vu une véritable chaleur dans ses yeux. Et pour être honnête, la sensation de son bras musclé me soutenant était étonnamment séduisante. Le plus surprenant est arrivé ensuite. Au milieu des secousses, un passager a fait une crise d'épilepsie. Alors que tout le monde paniquait, Jean-Luc a pris la situation en main avec un calme impressionnant. « Je suis secouriste, je peux aider ». Il a calmé le passager et a donné des instructions précises au personnel de bord. Grâce à son sang-froid et à son leadership, nous avons surmonté cette crise. Après l'atterrissage, alors que tous les passagers débarquaient, il est sorti le dernier. Il m'a tendu sa carte de visite en disant « Si vous avez des questions ou besoin d'aide pendant votre séjour à Paris, n'hésitez pas à me contacter. » C'est tout. Pas de phrase superflue, pas d'invitation déplacée, juste une offre d'aide sincère. Mais dans son regard, j'ai pu lire quelque chose de plus. De l'intérêt et de la sympathie, ou peut être les deux. Le personnel d'Air France basé à Paris rentre généralement chez soi, mais j'avais un enchaînement de vols qui me laissait 48 heures sur place. Pendant ce temps, j'ai gardé sa carte dans mon portefeuille, la sortant plusieurs fois sans oser l'appeler. Les relations entre personnel et passagers n'étaient pas encouragées par la compagnie. Cependant, la veille de mon départ, je l'ai recroisé par hasard dans le hall de mon hôtel de Roissy. Il sortait d'une réunion avec des partenaires étrangers. Vêtu d'un costume sombre, il était encore plus séduisant que la première fois. « Sophia, quelle coïncidence de vous voir ici. » Il semblait surpris mais heureux.
Puis il m'a demandé avez-vous eu le temps de visiter un peu Paris ou êtes-vous resté à l'hôtel? J'ai répondu honnêtement que j'étais venue de nombreuses fois, mais que je ne visitais que les lieux touristiques connus. Alors, il a timidement proposé, si vous avez un peu de temps, demain avant votre départ, j'aimerais vous montrer le vrai Paris. Il y a des endroits spéciaux que les touristes connaissent peu. Sa proposition était si pure et bienveillante que je ne pouvais pas refuser. J'ai donc accepté de passer quelques heures avec lui le lendemain matin. Cette nuit-là, j'étais tellement excitée que j'ai eu du mal à dormir, comme une adolescente avant son premier rendez-vous. Je ne me doutais pas que cette décision allait changer ma vie à jamais. Le lendemain matin, Jean-Luc était ponctuel au rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Il portait un jean simple et une chemise blanche, une tenue soignée mais discrète. Cependant, son sourire radieux illuminait toute son allure. Et dans ses mains, il tenait un petit bouquet de fleurs des champs. C'est peu être un peu déplacé de vous offrir ça si tôt le matin, mais j'ai trouvé ces fleurs si jolies que j'ai immédiatement pensé à vous. Ce n'était pas un bouquet opulent, mais des fleurs simples choisies avec soin. Ce geste témoignait de sa sincérité. À cet instant, j'ai eu la confirmation que cet homme était différent de tous les autres. Il m'a fait découvrir des lieux magnifiques de Paris, loin des sentiers battus, les ruelles étroites et les cours cachés du Marais, un petit café charmant à Saint-Germain-des-Prés et un parc tranquille surplombant le canal Saint-Martin. Voilà le Paris que j'aime. Le Triangle d'Or ou les Champs-Élysées, c'est bien, mais je pense que la véritable âme de Paris se trouve dans ces endroits calmes. On sentait son amour pour sa ville. Il n'était pas un simple guide, il partageait quelque chose de précieux avec moi. En marchant à ses côtés, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas sentie aussi détendue depuis longtemps. Pour le déjeuner, il m'a emmenée dans un petit bistrot familial, un de ces endroits sans menu où la patronne vous sert ce qu'elle a cuisiné le jour même. C'est encore excellent aujourd'hui, Martine, merci. En voyant Jean-Luc parler à la patronne, j'ai découvert une autre facette de sa personnalité. Bien qu'il soit un PDG prospère, il communiquait avec la propriétaire de ce modeste restaurant avec une sincérité et un respect profond. Cette attitude m'a énormément séduite. Pendant le repas, nous avons appris à mieux nous connaître. Il avait 30 ans et avait fondé son petit cabinet d'architecte 10 ans plus tôt, une entreprise qui comptait désormais une dizaine d'employés et qui était réputée pour ses conceptions éco-responsables. Mon rêve est de créer des espaces où l'homme et la nature peuvent coexister en harmonie. Un bâtiment n'est pas juste une structure, c'est un lieu de vie. En écoutant son discours passionné, j'ai compris pourquoi il avait réussi. Il ne travaillait pas pour l'argent, mais pour de vraies valeurs. Puis il m'a raconté quelque chose d'inattendu. Sa jeune sœur était devenue handicapée suite à un accident dans son enfance, ce qui l'avait poussé à s'intéresser à la conception d'espaces pour les personnes à mobilité réduite. Le centre de réadaptation qu'il dessinait dans l'avion était un projet qu'il finançait personnellement. En voyant les difficultés que ma sœur rencontrait, je me suis dit que le monde devrait être conçu de manière équitable pour tous. C'est le point de départ de ma philosophie architecturale. Son histoire m'a profondément touchée. C'était cela la chose spéciale qui le distinguait des autres hommes. Il était passionné non pas par son propre succès ou sa richesse, mais par le désir d'améliorer la vie des autres. Le moment le plus émouvant de la journée est arrivé après le déjeuner. Jean-Luc m'a emmené dans un petit salon de thé traditionnel où nous avons poursuivi notre conversation. Sophia, vous êtes une femme vraiment magnifique. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Je me demande pourquoi vous travaillez dans un monde aussi superficiel. Sa question était directe mais chaleureuse. Pour la première fois, je me suis confiée à quelqu'un sur les coulisses de ma vie d'hôtesse de l'air, sur la solitude constante et la fatigue d'une vie sans attache. Parfois, c'est vraiment épuisant. Chaque jour, une ville différente, des gens différents, tout est temporaire. Il y a des jours où je ne sais même plus où est ma place. Jean-Luc est resté silencieux un moment, puis a dit doucement « Pour nous, les Français, la notion de foyer est très importante. Ce n'est pas seulement l'endroit où l'on vit, mais le lieu où le cœur peut se reposer. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un tel foyer, Sophia. » Ces mots ont frappé en plein cœur. Pour moi qui avais passé ma vie à déménager, la notion de foyer avait toujours été floue. Ces paroles ont fait couler des larmes de mes yeux, une réaction totalement inattendue. Je ne suis pas du genre à montrer mes émotions en public. Pardonnez-moi, c'est soudain. Mais Jean-Luc m'a tendu un mouchoir en disant chaleureusement « Ce n'est rien, parfois ça fait du bien de pleurer, toutes les émotions sont naturelles ». Ces paroles ont fait couler encore plus de larmes. Il m'a maladroitement tapoté l'épaule pour me réconforter. Quand j'ai cessé de pleurer, une étrange tension s'est installée entre nous. Son visage s'est approché du mien et j'ai cru qu'il allait m'embrasser.
Mais au dernier moment, il s'est arrêté et a reculé. Pardon, je suis allée un peu vite. Sa maîtrise de soi et son respect pour moi m'ont encore plus séduite. Un homme ordinaire aurait profité de ma vulnérabilité, mais pas lui. Le temps a filé et il était l'heure pour moi de retourner à l'aéroport. Jean-Luc m'a raccompagnée à l'hôtel pour nous dire au revoir. J'ai vraiment passé une excellente journée. J'ai eu de la chance de vous rencontrer, Sophia. Ses yeux brillaient de sincérité, je ressentais la même chose. Moi aussi, j'ai passé un moment merveilleux. Merci de m'avoir montré ce Paris. Après un court silence, il a demandé timidement « La prochaine fois que vous viendrez à Paris, me contacterez-vous » Sa voix tremblait légèrement. Ce n'était plus le PDG confiant, mais un homme dans toute sa vulnérabilité. Cela le rendait encore plus attirant. « Oui, je vous contacterai, c'est promis. » Ce n'était qu'un simple au revoir, mais dans mon cœur, j'avais déjà décidé de me porter volontaire pour le prochain vol vers Paris. De retour chez moi, j'ai commencé à correspondre avec Jean-Luc. Au début, c'était de simples salutations, puis nos conversations sont devenues plus profondes. Malgré son emploi du temps chargé, il répondait toujours sincèrement à mes messages et s'intéressait à mon quotidien. « Quelle journée difficile, tu dois être épuisé, repose-toi bien ». Ces messages chaleureux étaient un grand réconfort pour moi, surtout après des vols éprouvants, et ils me donnaient l'impression de rentrer à la maison. Nous nous appelions en vidéo presque tous les soirs. À cause du décalage horaire, il travaillait tard pour pouvoir m'appeler et je profitais des créneaux entre mes vols. Ces petits efforts ont renforcé notre lien. Environ un mois plus tard, je me suis de nouveau portée volontaire pour un vol vers Paris. Mais à bord, j'ai appris une nouvelle choquante. Le prince Khalid avait demandé des informations sur mon planning de vol. Il ne m'avait pas oublié et son influence s'étendait déjà à mon travail. Sophia, le prince a réservé une table pour toi. À ton retour à Paris, tu devras le voir. Les mots de ma supérieure m'ont angoissée. Mais toutes mes inquiétudes se sont envolées dès que j'ai atterri à Charles de Gaulle et que j'ai vu Jean-Luc. Il m'attendait à l'aéroport, un grand sourire illuminant son visage. « Sophia, tu m'as manqué. » Un seul mot et mon cœur a fondu. Nous sommes montés dans sa voiture en direction de Lyon, sa ville. Cette fois, il m'a emmené dans un endroit spécial, son bureau. Je voulais que tu vois ce que je fais. Son entreprise était bien plus impressionnante que je ne l'imaginais. Des bureaux modernes en harmonie avec la nature, des employés passionnés et de nombreux prix d'architecture accrochés au mur. Jean-Luc était vraiment un homme qui réussissait dans son domaine. Mes employés sont comme une famille. Nous construisons pas seulement des bâtiments, nous améliorons la vie des gens. Sa passion et sa vision m'ont encore plus charmée. Après la visite, il m'a emmenée sur le toit-terrasse de l'immeuble. De là, on avait une vue magnifique sur la ville de Lyon et nous avons regardé le coucher de soleil ensemble. Sophia, je peux être honnête avec toi, sa voix tremblait un peu. J'ai hoché la tête. Depuis la première fois que je t'ai vue, j'ai été attirée par toi. Et maintenant, je sens que je suis en train de tomber sérieusement amoureux. Sa déclaration était directe mais pure. J'ai été sans voix un instant avant d'avouer que mes sentiments étaient réciproques. C'est la même chose pour moi, Jean-Luc. Tu es différent de tous les hommes que j'ai connus. À cet instant, il s'est approché doucement et a posé ses lèvres sur les miennes. C'était un baiser doux et chaleureux, différent de tous ceux que j'avais connus. Un baiser rempli d'une affection sincère plus que de désir. Cependant, la réalité était toujours là. Nous vivions dans des pays différents, mon travail rendait difficile une relation stable et la présence du prince Khalid continuait de m'inquiéter. Il y a beaucoup d'obstacles entre nous, je sais, mais je suis sûre qu'on peut les surmonter ensemble, n'est-ce pas? Les mots de Jean-Luc m'ont donné de l'espoir. Ce soir-là, nous avons dîné dans un magnifique restaurant près de la Saône en parlant de nos projets d'avenir. Comment gérer cette relation à distance? Comment surmonter nos différences culturelles? Tant que tu seras loin, je viendrai te voir aussi souvent que possible. Et un jour, nous trouverons un moyen d'être au même endroit. Ces paroles m'ont réchauffé le cœur, mais en même temps, j'avais des craintes réalistes. Une telle relation pouvait-elle vraiment durer? Ce soir-là, Jean-Luc m'a raccompagnée à mon hôtel. Dans le hall, au moment de se dire au revoir, il m'a serré fort dans ses bras. « Tu as un vol tôt demain, n'est-ce pas? Bonne nuit, Sophia !» Son étreinte était puissante et tendre, et dans ses bras, j'ai ressenti un étrange sentiment de sécurité. Nous nous sommes quittés après un long baiser. En montant dans l'ascenseur, mon cœur était partagé entre la joie et la peur de m'attacher de plus en plus à cet homme. Les mois suivants, je me suis portée volontaire pour autant de vols vers Paris que possible et Jean-Luc est venu me rendre visite plusieurs fois. Notre relation s'est approfondie, mais en parallèle, la pression du prince Khalid s'intensifiait. « Sophia, le prince veut que tu réintègres l'équipe Diamant. Il sera difficile de refuser. » Les mots de mon supérieur m'ont mise dans une situation délicate. Réintégrer l'équipe Diamant signifiait ne plus pouvoir assurer les vols vers l'Asie et donc voir Jean-Luc beaucoup moins souvent.
Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai posé des congés, 2 longues semaines. J'ai décidé de les utiliser pour me rendre en France à titre personnel, pour échapper à l'influence du prince. Octobre 2019, quand je suis arrivée à Lyon en congé, Jean-Luc m'attendait à l'aéroport. Il m'a dit qu'il avait spécialement pris 1 semaine de vacances pour passer du temps avec moi. Cette fois, je veux qu'on quitte la ville pour un endroit un peu spécial, si tu es d'accord. L'endroit où il m'a emmenée était un magnifique chalet d'alpage près d'Annecy. Situé à environ 2 heures de Lyon, en pleine montagne, il faisait face à un superbe lac. C'est le chalet que mon grand-père a construit. Aujourd'hui, un gardien s'en occupe la plupart du temps, mais j'y viens parfois quand j'ai besoin de réfléchir. L'endroit était absolument magnifique, il alliait le confort moderne au charme rustique d'une maison de montagne traditionnelle. Chaque pièce était décorée selon un thème différent. C'est moi qui ai rénové l'intérieur. J'ai essayé de marier le traditionnel et le contemporain. Jean-Luc m'a conduite à la chambre qu'il avait spécialement préparée pour moi. Elle était décorée dans un style provençal avec un léger parfum de lavande. J'ai su que tu avais des racines dans le sud de la France, alors j'ai voulu que tu te sentes un peu chez toi. Mon cœur avait déjà fondu devant cette délicate attention. J'étais émue en imaginant le temps et les efforts qu'il avait consacrés à préparer tout cela. Le premier jour, nous avons exploré les environs, profitant des paysages naturels à couper le souffle. Les montagnes aux couleurs d'automne, le lac cristallin et la nuit, un ciel rempli d'étoiles scintillantes, c'était comme dans un conte de fées. Le soir, Jean-Luc m'a préparé un dîner spécial, un menu unique mêlant cuisine traditionnelle française et saveurs du monde. Le vin était un Bordeaux que j'adorais et la table était dressée avec un soin digne d'un grand restaurant. « Vous cuisinez aussi ? Vous avez vraiment de nombreux talents », lui ai-je dit, impressionné. Il a ri, un peu gêné. En fait, j'ai pris des cours de cuisine pendant quelques mois pour aujourd'hui. La cuisine française est vraiment difficile. En entendant ces mots, mon cœur s'est serré. Je n'en revenais pas qu'il ait préparé tout cela pour moi. Aucun homme ne m'avait jamais montré un effort aussi sincère. Après le dîner, nous avons passé du temps dans le jacuzzi extérieur, sous le ciel étoilé. Bien sûr, nous portions des maillots de bain. Il n'a jamais tenté de franchir les limites, me traitant toujours avec le plus grand respect, mais cette nuit-là, c'était un peu différent. Dans l'eau, nos mains se sont frôlées, il a pris la mienne et nos regards se sont croisés. « Sophia, je vais être honnête, je t'aime vraiment. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles entre nous. Ta carrière, nos cultures, la distance. C'est pourquoi je ne veux pas précipiter les choses, je veux juste qu'on apprenne à se connaître lentement. » Face à sa déclaration sincère, je lui ai avoué mes propres sentiments. Je vous aime aussi, Jean-Luc, c'est la première fois que je ressens ça. Quels que soient les obstacles, je crois qu'on peut les surmonter ensemble. À cet instant, il s'est approché lentement et m'a embrassée. C'était un baiser plus profond, plus passionné que les précédents. Ce baiser sous le ciel étoilé, dans la chaleur du jacuzzi, fut l'un des moments les plus romantiques de ma vie. Alors que le baiser devenait plus intense, j'espérais qu'il irait plus loin, mais il s'est soudainement arrêté et est sorti de l'eau. Il se fait tard. On a beaucoup de choses prévues demain, tu devrais te reposer. Au début, je n'ai pas compris cette interruption soudaine, mais j'ai compris plus tard. Il me respectait profondément et attendait le moment parfait. De retour dans ma chambre, après une douche, je me suis couchée. Mais soudain, je me suis sentie mal. Une forte fièvre, accompagnée de frissons et de maux de tête. Probablement à cause du décalage horaire, de la fatigue et du changement d'environnement. « Sophia, ça ne va pas ? Tu es toute rouge !» Jean-Luc a immédiatement remarqué mon état et a pris ma température. Plus de 39 degrés. Il faut aller à l'hôpital. Mais nous étions en pleine montagne. L'hôpital le plus proche était à plus de 40 minutes et une pluie battante venait de commencer, rendant la route dangereuse. À cet instant, Jean-Luc a agi sans hésitation. Il a sorti une trousse de premier secours de sa voiture, m'a donné un antipyrétique et m'a préparé un thé au miel et au gingembre. Puis, il est resté à mes côtés, appliquant continuellement une serviette froide sur mon front. « Ne t'inquiète pas, Sophia, je m'occupe de toi. Si ton état s'aggrave, je suis prêt à partir pour l'hôpital immédiatement. » Il s'est assis sur un fauteuil à côté de mon lit et a veillé sur moi toute la nuit. Il n'a pas quitté la pièce un seul instant, vérifiant ma température, me faisant boire, épongeant la sueur de mon front. À cause de la fièvre, j'étais à moitié consciente, mais je me souviens distinctement de ses gestes doux et de son regard inquiet.
À l'aube, alors que ma fièvre commençait à baisser, je lui ai demandé d'une voix faible « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? On se connaît à peine. » Sa réponse a changé ma vie. « Parce que tu es importante pour moi. Quand quelqu'un est malade, c'est normal de s'en occuper. C'est ce qu'on appelle la prévenance, une attention qui vient du cœur. » C'est à ce moment précis que je suis tombée véritablement amoureuse de lui. C'était cette prévenance, cette attention sincère et ce dévouement pur que je n'avais jamais connu chez aucun autre homme. Le matin, ma fièvre avait presque disparu et je me sentais beaucoup mieux. À travers la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre, j'ai vu Jean-Luc endormi sur le fauteuil. Son visage était fatigué mais serein. C'est là que j'ai compris, c'était lui, l'homme que j'avais toujours cherché. Un homme qui m'aimait pour mon cœur, pas pour mon apparence ou ma situation. Ce matin-là, quand j'ai pu bouger un peu, Jean-Luc m'a apporté le petit déjeuner, un simple bouillon de poule qu'il avait préparé lui-même. C'est ce que ma mère me faisait quand j'étais malade. C'est plein de bonnes choses. En mangeant ce bouillon, une émotion étrange m'a envahie. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais depuis si longtemps. Jean-Luc, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a beaucoup de différences entre nous, mais je veux construire une relation sérieuse avec vous. Je comprends maintenant à quel point votre prévenance est précieuse pour moi. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis un sourire heureux a illuminé son visage. Vraiment, Sophia, moi aussi je t'aime sincèrement. Mais ta carrière, ta vie, je ne veux pas te forcer à y renoncer. J'ai souri, je sais maintenant ce qui est vraiment important. Un amour véritable et un foyer chaleureux valent bien plus qu'une vie de paillettes. Et cette nuit-là, nous sommes enfin devenus un. C'était pas une simple union physique, mais une rencontre des âmes. Chacun de ces gestes était empreint d'amour et de respect, et je ne me suis jamais sentie aussi chérie. Je t'aime. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Ces murmures ont fait couler des larmes de bonheur sur mes joues. C'était la première fois que je connaissais le véritable amour. Cette nuit n'était pas une simple nuit romantique, mais une nuit de véritable amour et de dévouement. Comprenez-vous maintenant ? Les jours suivants, nous avons passé un temps merveilleux au chalet comme coupés du monde, mais la réalité nous a vite rattrapés. Mes vacances touchaient à leur fin et je devais retourner à Paris puis repartir en vol. Sophia, j'attendrai que tu sois prête. Ne te précipite pas. Les mots de Jean-Luc étaient sincères, mais ma décision était prise. Je déménagerai en France pour commencer une nouvelle vie avec lui. Mais avant cela, je devais régler un problème, le prince Khalid. De retour, j'ai présenté ma démission à Air France. Mes collègues étaient stupéfaits, certains pensant que je faisais une terrible erreur. Sophia, après avoir refusé un prince, tu quittes tout pour la France, mais j'étais convaincue de ma décision. Je savais désormais qu'un amour sincère valait plus que le glamour. Cependant, lors de mes derniers jours, j'ai eu un visiteur inattendu, le prince Khalid. « Sophia, tu comptais partir comme ça, sans un mot ?» Il était apparu devant mon appartement avec sa voiture de luxe, ses yeux mêlés colère et tristesse. « Je suis désolée, Votre Altesse, mais ma décision est prise. » Il a soupiré. Je le savais. C'est pour cet homme. Qui est-il pour que tu renonces à tout ça? J'ai répondu sans hésiter. C'est quelqu'un qui m'a montré ce qu'était la véritable prévenance. Une chose que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter. Le prince est resté silencieux un moment, puis a finalement hoché la tête. « Je te souhaite d'être heureuse, Sophia. J'espère que ta nouvelle vie en France sera une réussite. » Sa voix contenait encore une pointe de regret, mais aussi une bénédiction sincère. Il m'a tendu une petite boîte en guise de cadeau d'adieu. « C'est pour ton mariage, n'y vois rien de plus. » À l'intérieur se trouvait un magnifique collier de perles. Pas ostentatoire, mais d'une élégance et d'une finesse rare. Merci, j'espère que vous trouverez aussi le véritable bonheur. Ainsi, j'ai tourné la dernière page de ma vie passée et je me suis envolée vers une nouvelle existence. M'installer en France n'a pas été facile. Bien que française, je découvrais une nouvelle région, une nouvelle culture, un nouvel environnement. Les premiers mois, le choc culturel et le mal du pays ont été difficiles. Mais Jean-Luc a toujours été à mes côtés, m'aidant avec patience. Il m'apprenait les expressions lyonnaises, m'emmenait chaque week-end découvrir la région, sa culture. Le plus touchant a été la façon dont il a conçu notre maison pour qu'elle corresponde à mes goûts. Je voulais créer un espace où tu te sentirais bien, qui allie la sensibilité française et la praticité japonaise. Au début, les parents de Jean-Luc se méfiaient de moi. Une belle fille au parcours si international, ancienne hôtesse de l'air, c'était difficile à accepter pour eux. Ma belle-mère en particulier s'inquiétait que je ne connaisse pas la cuisine française traditionnelle. Et si elle n'aime pas nos plats, qui va préparer les repas de mon fils? Mais j'ai pas baissé les bras et j'ai commencé à apprendre la cuisine lyonnaise.
D'abord avec des recettes sur Internet, puis en suivant des cours dans le quartier. Un dimanche, j'ai invité mes beaux-parents et leur ai servi un repas entièrement préparé par mes soins. C'est toi qui as fait tout ça, mais ce saucisson brioché est délicieux. L'étonnement et les compliments de ma belle-mère m'ont donné une grande confiance. Après cela, leur attitude a radicalement changé. Ma belle-mère a commencé à me traiter comme sa propre fille. 3 mois plus tard, Jean-Luc m'a officiellement demandé en mariage, pas avec une bague en diamant hors de prix, mais avec une bague en saphir traditionnelle, héritée de sa grand-mère. Sophia, dans notre culture, cette bague n'est pas un simple bijou. C'est le symbole de l'accueil dans une famille. Veux-tu être ma femme? Sa demande était aussi spéciale que lui. Pas dans un restaurant de luxe ou en public, mais sur la terrasse de notre maison alors qu'il préparait un barbecue au milieu d'une conversation ordinaire. Sa simplicité et sa sincérité étaient encore plus touchantes. À cet instant, j'ai répondu « oui » sans la moindre hésitation. J'avais refusé la proposition d'un prince, mais j'acceptais de tout cœur celle de cet homme français sincère. Nous avons commencé à préparer le mariage. Mes parents, d'abord sceptiques, ont fini par accepter après que Jean-Luc soit allé leur rendre visite pour leur expliquer ses projets. En septembre 2020, nous nous sommes mariés à Lyon. C'était un mariage plus modeste que prévu à cause de la pandémie, mais magnifique, entouré de nos familles et de nos amis proches. La cérémonie a mêlé traditions françaises et quelques touches libanaises en l'honneur de ma mère, une belle fusion de nos cultures. Les parents de Jean-Luc nous ont offert un cadeau exceptionnel, le chalet près d'Annecy, l'endroit où notre amour était vraiment né. Après le mariage, j'ai lancé ma nouvelle carrière en France. J'ai créé une petite entreprise qui gère des programmes d'échange culturel pour les expatriés, utilisant mes compétences linguistiques et mon expérience internationale. Jean-Luc m'a soutenu activement, m'aidant pour le financement initial et les locaux, mais sans jamais s'immiscer dans mes décisions. Aujourd'hui, je gagne moins d'argent qu'à Air France, mais ma vie est infiniment plus riche. Une richesse du cœur, pas matérielle. Parfois, j'ai des nouvelles de mes anciennes collègues. Elles ne comprennent toujours pas mon choix. J'ai jamais eu un seul regret. J'ai aussi eu des nouvelles du prince Khalid. Il s'est remarié et vient parfois en France pour affaires. Une fois, nous nous sommes croisés lors d'un événement à Paris. Il m'a salué poliment et a montré du respect à Jean-Luc. Ton choix était le bon, Sophia. Tu as l'air heureuse. Le mois dernier, j'ai annoncé une nouvelle spéciale à Jean-Luc. Nous attendons notre premier enfant. Le sourire qui a illuminé son visage était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Il s'est immédiatement agenouillé, a posé son oreille sur mon ventre et a commencé à parler au bébé en français, en anglais et dans un arabe approximatif. Aujourd'hui, je commence un nouveau chapitre de ma vie. D'hôtesse de l'air en première classe à entrepreneur en France et bientôt mère. Les gens s'interrogent encore sur ma décision de refuser un prince pour un homme français. Ce qu'il avait de si spécial, c'était sa prévenance, un amour et une attention sincères démontrés par des actes et non des mots. Ce charme particulier que j'ai découvert cette nuit où il a veillé sur moi alors que j'étais malade, une seule expérience qui a complètement changé ma vie. La prévenance sincère d'un homme a un attrait bien plus puissant et durable que l'éclat de la richesse. Parfois, les choix les plus inattendus deviennent les meilleures décisions de notre vie et le vrai bonheur se trouve souvent au-delà des apparences. J'espère que mon histoire pourra donner du courage à ceux qui, à un carrefour de leur vie, hésitent entre la voie de la sécurité et celle que leur dicte leur cœur. Tout comme j'ai choisi la chaleur sincère d'un homme français, plutôt que la proposition fastueuse d'un prince, puissiez-vous avoir le courage de choisir ce qui a une vraie valeur pour vous. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, activez les notifications pour ne rien manquer, en espérant que nos vies à tous soient remplies de plus de prévenance sincère. Merci.